La lutte professionnelle, le pro wrestling, le divertissement sportif. Peu importe le nom que vous lui donnez, le catch est l'un des spectacles les plus réjouissants à voir. Des athlètes qui mettent leur santé en jeu pour divertir le spectateur. Ça, c'est le bon côté. Le business du catch renferme également son lot d'histoires sombres. Et aujourd'hui, on va parler de 5 histoires tragiques dans le monde du catch. On y va. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et d'aller voir notre vidéo sur la famille Von Erich. Une famille de catcheurs au destin tragique dont on ne parlera pas aujourd'hui, forcément. On commence fort, vous avez vu le titre. Brother Brody est un ancien joueur de football américain qui se dirige rapidement vers une carrière de catcheur. Dans les années 70, il fait beaucoup d'apparitions dans différentes promotions des États-Unis, sans grand succès. Il fait le travail. Il obtient tout de même quelques bons moments, en luttant notamment pour le titre de la WWF, ancienne WWE, contre le champion invincible Bruno Sammartino. C'est au début des années 80 qu'il explose au Japon, en devenant le méchant numéro 1. Sa taille, 2,3 m, et son apparence, travaillée, de brute hirsute, fait grande impression sur les Japonais. Quand il arrivait dans la salle, on savait qu'il allait se passer quelque chose. Il devient également une superstar à Porto Rico, où il affronte les meilleurs du monde dans des combats ultra sanglants. Le style de Brother Brody, c'est simple. La brutalité. Pas de prise compliquée, pas de cabriole dans tous les sens. Non. On tabasse l'adversaire, avec les poings, les pieds, les genoux et tout le reste. Brother Brody, de son vrai nom Frank Goodish, c'est un catcheur à l'ancienne. Il respecte de manière stricte le kayfabe, c'est-à-dire le scénario, le 4e mur. Si par exemple vous êtes un catcheur incarnant un méchant, vous ne devez pas être vu en train de signer des autographes, ou même d'être gentil avec des fans. Il faut rester dans le personnage quand on est en public. Brody ne rigolait pas avec ça, et avait tendance à se montrer agressif dans toutes ses interactions professionnelles. C'était pas simple de travailler avec lui, mais il rapportait beaucoup d'argent, et pour les promoteurs, c'était un moindre mal. D'autant que tous ceux qui le connaissaient en privé disaient de lui que c'était une crème, l'un des plus gentils que vous puissiez rencontrer. Le 16 juillet 1988, Brody est en tournée à Porto Rico. Il prépare son match du soir quand José Hurtas González, un catcheur portoricain, lui demande de le rejoindre pour parler affaires. Les deux se dirigent vers les douches, coin plus tranquille pour discuter, quand González le poignarde à plusieurs reprises. De nombreux catcheurs américains étaient présents à ce show, dont Tony Atlas. Ce dernier arrive en premier sur les lieux, alerté par les cris, et découvre son ami se tenant le ventre, et surtout, il voit González, le couteau ensanglanté, à la main. En raison de la forte circulation, les ambulanciers mirent 1 heure à arriver au stade, et Brody décédera de ses blessures dans la soirée. Un autre catcheur, Dutch Mantel, dira plus tard que González avait affronté Brody à la fin des années 70, et que Brody avait tapé un peu fort durant leur match. Du coup, il voulait le tuer, même 10 ans après. Il décrira également une ambiance sombre et inquiétante avant l'événement, comme si un complot se préparait avec l'accord de la direction. Et pour cause, l'organisateur du show, le légendaire Carlos Colon, le père de Carlito pour ceux qui connaissent, n'était pas très coopératif avec la police. Personne n'a rien vu, personne ne témoigne. Tony Atlas est furieux et le fait savoir, mais la police le calme rapidement et lui dit qu'il vaut mieux pour lui de retourner sagement aux États-Unis. Le procès est une mascarade. Les catcheurs américains témoins de l'action ne recevront leur convocation qu'1 semaine après l'audience. Évidemment, Hurtas sera acquitté pour légitime défense et cette ordure se vantera pendant des années de son acte. Heureusement, l'histoire l'a oublié, tandis que Brother Brody restera dans la légende et est intronisé à de nombreux Hall of Fame, dont celui de la WWE. Hana Kimura était une jeune catcheuse japonaise de la promotion Stardom. Dans la compétition féminine, les japonaises sont souvent considérées comme les meilleures. Et pour cause,
Au Japon, les shows ne sont dans l'immense majorité pas mixtes. Il y a des promotions pour hommes et d'autres pour femmes. Le côté négatif, c'est que la lumière est sur les shows masculins. Mais le positif, c'est que les catcheuses ont des shows pour elles seules, leur permettant de développer leur histoire et d'avoir un très bon niveau technique. La Stardom est la meilleure promotion de catch féminin, et même l'une des meilleures tout court. Hana Kimura fait tout de suite sensation. Elle est la fille de la catcheuse Kyoko Kimura, qu'elle affronte d'ailleurs dans son match de retraite. Elle baigne donc très tôt dans cet univers. Dès son arrivée à Stardom, elle est l'une des meilleures de la promotion, gagnant les titres et les tournois les plus prestigieux très rapidement. En septembre 2019, la popularité d'Hana lui permet de participer au show télévisé Terrace House Tokyo. Il s'agit d'une émission de télé-réalité mettant en scène 3 hommes et 3 femmes dans une maison à Tokyo. Un épisode de janvier 2020 montre Hana Kimura se disputant avec un de ses colocataires qui avait abîmé sa tenue de lutte. Sa mère affirmera plus tard que la production aurait incité Hana à créer cette dispute pour le show. Sûrement une pratique très utilisée en télé-réalité, notamment en France. Mais la production a bien insisté, en tout cas dans ce qu'il montrait à l'écran, sur le côté violent d'Hana, la faisant passer pour une hystérique. Et malheureusement, les réseaux sociaux ont fait leur sale travail. Critiques, insultes, photomontages douteux, menaces et même racisme, puisque son père était indonésien. Hana est tombée dans une violente dépression. Le 23 mai 2020, Hana publie des images d'automutilation sur Twitter et Instagram. Elle partage également les pires commentaires qu'elle avait reçus. Plus tard dans la journée, elle met fin à ses jours en inhalant du sulfure d'hydrogène. Elle n'avait que 22 ans. L'émission s'arrêtera évidemment, et les épisodes avec Hana retirés des différentes plateformes. L'un de ses plus grands harceleurs sera arrêté par la police. Ce dernier va reconnaître toutes les insultes et les menaces, en les justifiant par le fait qu'il ne pouvait pardonner l'attitude d'Hana à l'écran. Sacrifice de... Il ne sera condamné qu'à 9000 yens d'amende, équivalent de 80 $ américains. Le monde du catch dans son ensemble a rendu hommage à Hana Kimura, et le Parlement japonais a adopté une loi punissant le harcèlement d'1 an de prison. C'est vous dire le traumatisme qu'a causé la mort de cette jeune femme. New Jack, de son vrai nom Jerome Young, est l'un des catcheurs les plus violents et les plus dérangés du business. Ses actes ont clairement dépassé le stade du catcheur à l'ancienne, un peu dur à cuire comme Brody. Non, là il y a clairement des problèmes psychopathiques. Mais des problèmes qui ne viennent pas de nulle part. Jerome Young est né en 1963 et lorsqu'il a 5 ans, son père poignarde sa mère à plusieurs reprises. Et 5 mois après, il lui tire dans la jambe. Pas facile, mais heureusement, son connard de père meurt 1 an plus tard. L'adolescence est difficile, et Young passe 2 ans en prison pour vol avec violence. On n'est même pas encore dans le catch, et c'est déjà compliqué. On ne va pas vraiment rentrer dans le détail de la carrière de New Jack. Il a catché principalement à la ECW, l'une des promotions les plus violentes et influentes de l'histoire. Il gagnera quelques titres par équipe avec son coéquipier Mustafa Saïd. Ce qui va nous intéresser, ce sont les dérapages, les coups de folie qui ont rendu New Jack légendaire. Et on va commencer directement dans le vif du sujet avec l'incident du Mass Transit. Nous sommes le 23 novembre 1996 pour un show de la ECW. L'équipe de New Jack, les Gangstas, doivent affronter Devon Dudley et Axel Rotten. Mais ce dernier se blesse. Un jeune homme, Eric Koulas, arrive à convaincre l'organisateur du show, Paul Heyman, de participer au match. Eric a 21 ans, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais a été formé par la légende Killer Kowalski. Donc, pourquoi pas? Sauf qu'il n'a que 17 ans, donc mineur, qu'il n'a aucune expérience et qu'il n'a jamais été formé par personne. Ça commence plutôt mal et c'est pas fini. Le Eric, non content d'avoir menti, va commettre une deuxième grosse erreur. Il va voir New Jack dans les vestiaires et va lui demander de ne pas le ménager et de le faire saigner. New Jack va très mal prendre la chose et va le lui faire payer. Le match par équipe commence et New Jack demande aux 2 autres participants de sortir du ring et de ne pas se mêler de l'affaire. New Jack va défoncer Eric Koulas.
Il ne prend aucune précaution pour lui éviter d'avoir mal. Il porte réellement ses coups. Et il va faire saigner Eric Koulas. Normalement, on prend une lame de rasoir et on fait une petite incision au niveau du front. Sauf que là, New Jack, il y va comme un porc. Il le coupe sans ménagement. Eric Koulas saigne énormément, tandis que New Jack continue de le tabasser. Une vraie boucherie. Et un traumatisme pour Eric qui ne s'en remettra jamais. On avance de quelques années en 2000. New Jack affronte Vic Grimes dans un match à la ECW. Les deux se retrouvent sur un échafaudage à 4,50 m du sol. Les deux doivent tomber en même temps. Sauf que Grimes est réticent. Les deux vont donc tomber maladroitement et Grimes écrase New Jack, lui causant des lésions cérébrales, une jambe cassée, une fracture du crâne, entraînant des insomnies permanentes et la perte de la vision de son œil droit. De sacrés dégâts donc. 2 ans plus tard, dans une autre promotion, la XPW, New Jack réaffronte Vic Grimes. Une grosse erreur. Cette fois, il se retrouve à 12 mètres de haut. New Jack sort un taser et paralyse son adversaire. Ce n'est absolument pas prévu dans le match, et il le balance du haut de l'échafaudage. Ce n'est ni plus ni moins qu'une tentative de meurtre. Regardez la chute de Vic Grimes. Il pouvait clairement se péter la nuque. Avril 2023, New Jack affronte Gypsy Joe, un catcheur de 69 ans. Déjà, c'est un problème. Celui qui a l'âge d'être grand-père ne vend pas les coups de New Jack. Ça veut dire qu'il fait comme si les coups ne lui faisaient rien. Vous avez remarqué que New Jack, il est un peu soupe au lait. Et il va le défoncer. Il va le frapper de toutes ses forces. Plus de kayfabe, de scénario et d'exagération de la douleur. New Jack lui met des coups de batte de baseball en pleine tête. La foule, dégoûtée par l'action, quittera le show avant même la fin du combat. Mais le pire, c'est en 2004, quand New Jack affronte Jason Lane dans une promotion indépendante. Durant le match, Lane commence à le frapper de manière stiff, c'est-à-dire en appuyant les coups, une pratique souvent utilisée au Japon. Mais contre New Jack, c'est clairement pas une bonne idée. New Jack va sortir un morceau de métal pointu et va poignarder 9 fois son adversaire. Là encore, c'est une tentative de meurtre, filmée et en public. Il sera mis en examen pour agression aggravée avec une arme mortelle dans le but de commettre un meurtre. Bien long comme intitulé. Finalement, Jason Lane retirera sa plainte et New Jack continua sa carrière. Comme beaucoup de catcheurs, New Jack a pris des antidouleurs toute sa carrière. Ce qui lui causa de nombreux problèmes de santé. Et le 14 mai 2021, il décède d'une crise cardiaque à 58 ans. Encore une histoire sombre. Le catch est une affaire de famille. De nombreuses dynasties ont eu lieu, et certaines des plus grandes stars du catch actuel sont des fils de légende. Certaines incarnent l'excellence, et d'autres la violence et les abus. C'est le cas de la famille Smith. Grizzly Smith, c'est lui, est le père de cette famille de lutteurs. Il eut une belle carrière dans les territoires américains, notamment en équipe avec son coéquipier Luke Brown sous le nom de Kentuckians. Mais derrière cette carrière respectable se cache une vie de famille, tout sauf normale. Grizzly Smith est le père de 3 catcheurs. La légende Jake the Snake Roberts, d'une première mère, et Sam Houston et Rockin' Robin, de la deuxième. Tout commence avec la naissance de Jake Roberts, et on est déjà dans le bizarre. Grizzly sort avec une femme qui a une fille de 14 ans, et il viole cette dernière. Et ce n'est pas tout. Elle tombe enceinte et il la force donc à l'épouser. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas bizarre, c'est dégueulasse. Ce gosse, Jake Roberts donc, va sans surprise être victime d'un traumatisme émotionnel qui va clairement lui gâcher la vie. Son enfance est faite de coups, d'humiliation et de violence. Un bon cocktail pour bien grandir. Jake va devenir une figure importante de la discipline, une légende qui passera tout proche de devenir champion du monde de la WWE.
Il invente la prise iconique du DDT et son personnage de méchant sadique est un modèle du genre. Mais sa carrière sera gâchée par des problèmes de toxicomanie constants, que ce soit aux drogues ou à l'alcool. À chaque fois qu'il remonte la pente, il chute, au point où il doit souvent être hébergé par d'autres lutteurs pour l'aider dans sa vie quotidienne. On a l'impression qu'il ne s'est jamais vraiment remis de cette enfance destructrice, et de tout ce qu'il savait et qui n'était pas su. Le deuxième, Sam Houston, a lui connu une carrière correcte mais sans éclat. Il a fait partie de grandes promotions mais sans briller. Et lui aussi a payé le prix fort pour ses traumatismes. Il sera accro à l'alcool et ivre quasiment tous les jours de sa carrière. Il aura de nombreuses arrestations pour conduite en état d'ivresse et sera même condamné à 10 ans de prison. Il n'en fera que 4. Là encore, une vie compliquée, gâchée par son enfance, mais c'est pour la dernière que ça a été le plus dur. Rockin' Robin, qui a une carrière plutôt courte, 6-7 ans pas plus, mais avec un titre de championne du monde de la WWE. Pas trop mal. Elle subit également les violences quotidiennes et les humiliations, mais également les violences sexuelles. Robin sera violée par son père pendant une bonne partie de son enfance, avant que sa mère le découvre et retire la garde à Grizzly Smith. Elle se mariera ensuite avec un homme appelé Harvey Zitron, qui fera de la prison pour escroquerie et vol d'identité. Quand ça veut pas. Elle aura également, et sans surprise, des problèmes mentaux toute sa vie, entraînant de nombreuses addictions. Grizzly Smith fut également accusé de nombreux abus sexuels sur beaucoup d'enfants. On peut ajouter également à tous ces traumatismes que Jolene, la sœur de Jake Roberts, du premier mariage donc, est également abusée par son père, avant d'épouser un homme de 35 ans de plus qu'elle et d'être kidnappée et tuée par l'ex-femme de ce dernier. Ça fait beaucoup pour une seule famille. Lawrence Shreve, de son vrai nom, est un ovni dans le monde du catch. D'origine canadienne, il jouera toute sa carrière le personnage d'Abdullah the Butcher, un Soudanais fou, incontrôlable et sanguinaire. Il est l'un des catcheurs les plus hardcore et sauvages dans sa manière de combattre. Il est pratiquant de karaté, mais surtout un expert dans toutes les manières de faire souffrir autrui, en l'occurrence son adversaire. Abdullah était ce qu'on appelle une attraction. C'est-à-dire qu'il était là pour faire le show, et souvent il passait de promotion en promotion sans rester très longtemps. Cela lui permettait de faire l'événement avec son personnage hors du commun, et de faire mousser le champion du coin, qui arrivait finalement à le battre. Ce qui explique qu'Abdullah n'ait pas remporté beaucoup de titres prestigieux durant sa carrière, sauf au Japon. Ils aiment les gens bizarres là-bas. Il y est devenu une superstar et une figure de la culture populaire japonaise. D'ailleurs, il inspire le personnage d'Abdullah dans One Piece. C'est lui, pour ceux qui s'en souviennent. Tout était bon pour faire mal à son adversaire. Mordre son bras, mettre des coups de chaise, ou encore planter une fourchette dans le front du pauvre gars. Inutile de vous dire que notre homme possède à peu près 4 milliards de cicatrices. Elles étaient parfois tellement importantes qu'il pouvait coincer des jetons à l'intérieur. Bref, on pourrait s'arrêter là, une grande carrière avec des accomplissements un peu partout dans le monde, mais déjà il y aurait quelques polémiques. Abdullah the Butcher est introduit au Hall of Fame de la WWE, et certains pensent qu'il n'y a pas du tout sa place, que ce qu'il faisait était plutôt de la bagarre, du spectacle morbide que du catch. Ce qui n'est pas tout à fait vrai quand même. C'est le cas de l'ancien champion du monde, Billy Graham, qui ne comprenait pas pourquoi cet animal sanguinaire était introduit dans une cérémonie aussi prestigieuse. Mais la vraie polémique sur le boucher arrive ensuite. Et cette fois, c'est du sérieux. Abdullah the Butcher était atteint de l'hépatite C, une infection virale qui entraîne de graves problèmes au foie, conduisant parfois à la mort. Le problème, c'est qu'Abdullah, pourtant conscient de sa maladie, ne prévenait personne. Et dans les multiples combats sanglants auxquels il a pris part, il a contaminé de nombreux lutteurs. C'est le cas notamment du catcheur canadien Devon Nicholson, qui va contracter l'hépatite C suite à un match lors duquel Abdullah va utiliser une lame pour se faire saigner au front et la réutiliser pour le front de son adversaire. Nicholson portera plainte et obtiendra 2 300 000 $ de dommages. Heureusement, aujourd'hui, les catcheurs sont testés et le risque de se transmettre ce genre de virus est plus rare.
Le monde du catch est fascinant. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et j'en suis jamais vraiment ressorti. Des histoires incroyables et inspirantes, ou des histoires glauques et sinistres, il y en a à l'appel. Alors si vous appréciez, likez et dites-le nous en commentaire. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.